Bien, nous allons commencer, chers collègues. Nous poursuivons nos travaux d'enquête sur les modalités du contrôle par l'État et de la prévention des violences dans les établissements scolaires en recevant Madame Ségolène Royal, ancienne ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire. Il nous a semblé indispensable de vous entendre pour au moins 2 raisons. D'une part, lorsque vous étiez ministre délégué chargé de l'enseignement scolaire entre 1997 et 2000, vous étiez saisi de la question des violences sexuelles en milieu scolaire. En témoigne une circulaire, la circulaire numéro 97-175 du 26 août 1997, publiée donc sous votre autorité et portant instruction concernant ce type spécifique de violence. D'autre part, le 18 février dernier, en réponse à une question de notre collègue Colette Capdevielle, relative à ce qui est convenu aujourd'hui d'appeler l'affaire Betaram, le Premier ministre, François Bayrou, a déclaré qu'il ne savait rien de cette affaire, mais que d'autres savaient. Dans la suite de son propos, le Premier ministre a ainsi évoqué certains ministres du gouvernement alors dirigé par Lionel Jospin, dont vous-même, jugeant inimaginable que ceux-ci aient pu ne pas tenir compte des signalements effectués par le procureur général de Pau en 1998. Votre témoignage nous sera donc précieux afin, entre autres, d'analyser la manière dont a pu évoluer la prise en charge des violences sexuelles en milieu scolaire au cours du temps et d'apporter votre éclairage sur ce cas particulier évoqué. Je précise que cette réunion est diffusée en direct sur le site de l'Assemblée nationale, puis qu'elle y sera consultable en vidéo. Elle fera aussi l'objet d'un compte-rendu écrit qui sera publié. Notre dialogue prendra la forme de questions et de réponses. Je commencerai par vous poser une première question, puis les rapporteurs, Violette Spilbou et Paul Vanier, prendront la suite des questions. Auparavant, Madame la Ministre, l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées, dans le cadre de travaux d'enquête, de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc à lever la main droite et à dire « je le jure » en mettant le micro, s'il vous plaît. Je le jure. Je vous remercie. Donc, je vous poserai 2 questions. Dans quel contexte et pour quelles raisons avez-vous décidé d'élaborer la circulaire du 26 août 1997 portant instruction concernant les violences sexuelles? Et la deuxième question, pouvez-vous en rappeler les grandes lignes et nous préciser quelles pratiques elle visait à clarifier ou à modifier? Merci Madame la Présidente, Madame, Monsieur le rapporteur. Je vous remercie de m'auditionner à l'occasion de ces importants travaux que vous conduisez sur la lutte contre les violences faites aux enfants, notamment les violences sexuelles. Et c'est vrai que votre question m'a conduit à me rappeler que je suis nommée ministre le 4 juin 1997 et la circulaire sort le 26 août 1997. Donc c'est effectivement extrêmement rapide. Si j'ai fait cette circulaire, c'est par devoir moral, par conscience, parce que j'avais été confrontée en tant que députée des Deux-Sèvres dans ma circonscription à un cas terrible de violence sexuelle sur les enfants, dans la commune de Sauzet-Vaucé. Et un jour, dans cette permanence d'une commune très rurale de ma circonscription, une maman vient me voir et me dit voilà, mon petit garçon ne veut plus aller à l'école, il saute régulièrement par la fenêtre, il se met en danger, il va finir par se tuer. Et je viens vous voir, je ne sais pas comment faire. Et au lieu de transmettre à un assistant parlementaire ou me dire « Oh là là, c'est compliqué, courage Fillon, etc. », je lui ai dit « Madame, je vous crois ». Et à ce moment-là, cette maman m'a regardée de façon estomaquée en me disant « Mais c'est la première fois que l'on me croit ». Donc j'ai suivi cette affaire qui m'émeut encore aujourd'hui. Et donc, c'était un instituteur bien sous tout rapport, un notable local, associé au conseil municipal, ayant des responsabilités dans le monde syndical, intégré dans les associations locales, et qui procédait à des abus sexuels sur les enfants. Les enfants fragiles, c'est ceux qui n'étaient pas les moins brillants de la classe, et il les emmenait au fond de la classe. Et il leur faisait des attouchements sexuels, à ce moment-là, la main dans le pantalon au fond de la classe, en disant aux autres, vous travaillez, je prends les élèves qui savent le moins bien travailler pour leur donner un appui scolaire au fond de la classe.
Et ce qui avait frappé la collègue, parce qu'il y avait 2 classes contiguës, donc une institutrice dans l'autre classe, que je connaissais, et un jour, donc je lui dis, mais on me dit ça sur la classe, je les connaissais tous les deux, ces instituteurs, donc c'est pour ça que j'étais estomaquée quand même. Et cette institutrice me dit, je n'ai pas osé parler jusqu'à présent, mais maintenant que vous m'en parlez, je vais vous dire quelque chose, c'est que les enfants qui étaient régulièrement abusés sexuellement allaient à l'école en se serrant la ceinture, en mettant des ceintures serrées autour de leur ventre. Et les mamans ne comprenaient pas, les instituteurs ne comprenaient pas. En fait, ils essayaient de s'auto-protéger. Et quand même, l'instituteur leur enlevait la ceinture, leur mettait la main dans le pantalon. Et donc ensuite, le procès a eu lieu. Et j'ai suivi ce procès. Je ne les ai pas lâchés. Et j'ai vu justement tous les mécanismes d'autoprotection, d'autodéfense, de transformation du coupable en victime, d'influence même sur l'état de sidération même de la juge d'instruction, qui, bien sûr, l'auteur des faits se présentait devant elle, se mettait à pleurnicher, je suis victime, et c'est faux. Tous les mécanismes que l'on connaît dans toutes les affaires, je les ai décryptés à ce moment-là, et j'ai vu comment ça fonctionnait. Et je suis même allée au procès, dans la salle d'audience, aux côtés des familles, parce que j'avais vu que l'Éducation nationale avait tellement peur, ne savait tellement pas comment procéder, qu'en plus, la protection juridique était accordée aux criminels, aux pédocriminels, et pas aux familles, et pas aux enfants qui étaient seuls, isolés dans la salle d'audience. Il n'y avait même pas une association pour qu'ils puissent se parler les uns entre les autres. Donc je suis allée au tribunal à leur côté, et donc il y a eu la condamnation, mais ça a duré plusieurs années quand même, ces abus sexuels, et il s'est suicidé. Toujours le même mécanisme. Il s'est suicidé, et derrière, il y a un enfant s'est suicidé. Et je le connaissais, cet enfant. Donc, cette histoire m'a tellement marquée que je me suis dit, si un jour j'ai le pouvoir de faire quelque chose, je le ferai. Et il y a une autre affaire aussi, toujours dans ma circonscription, c'est dans l'option sport-études de Poitiers. Il y a un enfant qui se faisait violer tous les soirs dans l'internat. Et un jour, je le rencontre. Il me dit, j'ai vu que vous aviez agi pour les enfants de Sauzé-Vossé. Moi aussi, ça m'est arrivé. Donc, je l'ai accompagné également. Il était devenu adulte. Hein. Il me dit, j'ai beaucoup de mal avec mes enfants. Donc, je l'ai accompagné. Je lui ai donné des conseils de psychologie, etc. Et ça m'avait même conduit à recruter une psychologue dans mon bureau de député Hamel de ma circonscription, parce que je ne pouvais pas gérer. Et j'avais dit, mais les personnes qui ont des problèmes de ce type, je les sentais tellement isolées que j'avais fait une permanence 1 fois par semaine d'une psychologue spécialisée sur l'écoute des enfants. Et j'avais dit aux parents, aux adultes, si vous avez besoin de conseils, venez de telle heure à telle heure. Il y a une psychologue gratuite qui est à votre disposition, que je rémunérais donc, pour vous écouter. Et un jour, j'arrive, je vois une centaine de personnes. Donc les gens étaient venus même des départements voisins, parce qu'il y avait juste ce lieu d'accueil et ce lieu d'écoute. Et je me suis dit, si jamais un jour je suis en responsabilité de pouvoir faire quelque chose, je le ferai. Et c'est ce que j'ai fait en arrivant au ministère. Et j'ai eu cette chance, je vais dire nous, au cours de cette audition, parce que sans la personne que j'ai recrutée à ce moment-là, mon cabinet, qui est un juge, Jean-Michel Ayat, qui était un juge extraordinaire, rigoureux, engagé, ne lâchant rien, vraiment tout le temps à mes côtés, parce que je n'avais pas que ce dossier. En tant que ministre de l'enseignement scolaire, j'avais la réforme des collèges, les zones d'éducation prioritaire, les écoles rurales, l'intégration des enfants handicapés à l'école. Enfin, j'avais à cœur beaucoup d'autres dossiers. Et ce Jean-Michel Ayat, donc, qui ensuite a fait d'ailleurs une carrière brillante dans la justice, puisqu'il est devenu premier président de la Cour d'appel de Paris, il a été là tout le temps. Tout le temps. Parce que ça n'a pas été facile. On a eu des levées de boucliers, on a eu des menaces de plainte, etc. Et donc, cette circulaire, pour la première fois, je l'ai annoncée à la réunion de recteurs. J'ai dit, voilà ce qu'on va faire. Je vous demande de me faire remonter ce qui serait utile par rapport aux difficultés que vous avez eues
pour gérer ce type de dossier. Et donc je savais qu'en sortant la circulaire, ils ont travaillé rapidement, les recteurs, ils étaient soulagés parce que personne ne leur avait jamais demandé ça en fait. Et quand ils avaient des affaires, ils ne savaient pas comment les gérer. Et surtout qu'il y a tout le temps la menace des auteurs de crimes et délits de porter plainte en diffamation. C'est toujours le même rapport de force. Et il faut que vous sachiez en plus que dans l'éducation nationale, il y a encore cette vieille rengaine du film de Jacques Brel, Les risques du métier, avec une adolescente qui accuse un enseignant et qui l'accuse, effectivement, les faits sont inexacts. Et chaque fois que je regardais donc, dans les procédures, c'était systématique, la même ligne de défense. C'est faux, souvenez-vous des risques du métier, les coupables, mais c'est vrai dans les abus sexuels sur les femmes, dans tous les abus, ils se mettent à pleurer, je suis victime, etc. Et maintenant, systématiquement, si vous observez les procédures et les gens qui sont pris et qui sont qui sont jugés au pénal, au bout du compte, quand ils ont épuisé tous les arguments que l'on connaît par cœur maintenant, c'est « Ah oui, mais moi aussi j'ai été victime d'abus sexuels dans mon enfance ». Et ça a de l'influence sur les jurés en cour d'assises. Et ça a de l'influence sur les magistrats. Et ça ne devrait plus pouvoir être utilisé sans apporter des preuves. Et quand on regarde les procès, qu'est-ce qu'on voit? Que ceux qu'ils accusent de leur avoir fait subir aussi des abus sexuels, et donc c'est pas totalement anormal qu'à leur tour ils en fassent subir aux autres enfants, pour que ça soit pas vérifiable, c'est toujours quelqu'un qui est mort. C'est l'arrière-grand-père, c'est le grand-oncle, c'est ceci, c'est cela, toujours invérifiable. Et donc ça, je vous le signale parce que c'est vraiment souvent un élément clé qui fait que les auteurs arrivent à voir atténuer leurs responsabilités. Donc pour en revenir à ma circulaire, à notre circulaire, parce que je vais intégrer le juge Ayat dans mes travaux, d'abord c'était la première fois que l'on disait ce que c'était qu'un viol, ce que c'était qu'une atteinte sexuelle, ce que c'était qu'une agression sexuelle, et en rappelant le contenu du code pénal. Parce que c'est vrai que les ministères sont assez cloisonnés et que dans la formation des enseignants ou des cadres administratifs, il n'y a pas forcément une formation au droit pénal. Et donc c'était important de le redire. Donc, le viol, les atteintes sexuelles, la corruption de mineurs, l'exploitation des images à caractère pornographique. Donc déjà à l'époque, on s'est soucié de l'utilisation, ça existait déjà, hein, les images à caractère pédopornographique. Et ensuite arrive en deuxième, un peu contre mon gré, mais ça fait partie de la négociation, puisqu'il y avait comme une levée de bouclier sur mais non, tout le monde va parler dans tous les sens, etc. Il ne faut pas faire ça, il faut juste donner des instructions orales, etc. Et j'avais même eu la volonté de dire non, et j'avais fait une déclaration à la télévision en disant un enfant ne ment pas, un enfant qui parle d'un abus sexuel ne ment pas, c'est déjà tellement dur de parler que quand il parle, il y a les 5 éléments, on y reviendra peut-être, qu'il faut dire à un enfant qui commence à parler, et pour contrecarrer, et donc j'avais été attaquée, y compris par mon ministre de tutelle, Claude Allègre, ça n'avait pas été facile, qui m'avait dit mais qu'est-ce que c'est, elle dit n'importe quoi, un enfant ne ment pas, mais si, les risques du métier, paf. Donc on avait tenu bon avec Jean-Michel Ayat, mais pour rassurer les organisations professionnelles d'enseignants, le chapitre 2, c'est pas qu'est-ce que vous faites si vous avez un signalement, c'est les accusations sans fondement. Alors les accusations sans fondement, avec la plainte en diffamation, avec l'action judiciaire, avec l'action référée pour atteinte à la présomption d'innocence, et pour montrer que on avait été soucieux d'un équilibre entre la présomption d'innocence et, même si c'était disproportionné, vous l'aurez compris, et la prise en compte de la parole de l'enfant, après la définition des infractions du code pénal, nous avions mis la présomption d'innocence et que peut faire quelqu'un qui est injustement accusé, bien évidemment, et enfin, en troisième partie, les obligations de parler et d'agir prévues par la loi. Parce que c'était là un désert. Les gens ne savaient pas ce qu'ils pouvaient dire, ce qu'ils pouvaient faire, est-ce qu'il fallait aller au commissariat, est-ce qu'il fallait prévenir les parents, est-ce qu'il fallait croire l'enfant, est-ce qu'il fallait demander à un médecin scolaire. Ils ne savaient pas, c'était très compliqué. Et comme j'avais directement vu la difficulté de gestion, même des proches, des collègues
cet instituteur pédophile qui ne savait pas comment faire. Les élus aussi qui disaient mais c'est pas possible, on connaît, non, c'est absolument impossible. Je me suis dit ben si, il y a plusieurs enfants et plusieurs parents qui ont témoigné. Et donc il y avait donc ce protocole très précis de l'obligation légale qui s'impose à tous, les obligations de parler et d'agir, celles qui étaient prévues par la loi, celles qui sont spécifiquement prévues pour les fonctionnaires avec l'article 40, comment est-ce qu'on signale les faits, la connaissance directe des faits, la connaissance par oui-dire ou par rumeur, comment est-ce que vous gérez une rumeur, le soupçon aussi fondé sur les signes de souffrance, la rumeur, les témoignages indirects, ça c'est toujours ce qu'il y a de plus difficile, c'est pas à vous de faire l'enquête, vous devez juste signaler qu'il y a vraiment un problème et approfondir la question, mais surtout que ce n'était pas à vous de faire l'enquête. Parce qu'il y avait aussi le souci des enfants qui étaient 10 fois, 15 fois interrogés. Ah bon? Alors par les parents, par les instituteurs, par les copains à l'école, et à la fin ils se rétractent. Donc la question de la prise en compte de la première parole et la façon dont elle va être gérée est absolument cruciale pour que l'enfant continue à parler. Y compris, donc toujours dans ce chapitre sur les soupçons fondés sur les signes de souffrance, la rumeur, les témoignages indirects, comment est-ce qu'on gère une rumeur et des témoignages indirects? Quelle est la procédure? Voilà, alerter l'inspection académique, protéger l'enfant, protéger la communauté scolaire, etc. Donc, comment l'inspecteur d'académie fonctionne? Il peut désigner dans l'urgence un inspecteur de l'éducation nationale, juste avec faire un rapport objectif, etc. et alerter les autorités judiciaires, médicales ou administratives. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait du fonctionnaire mis en cause? Donc là, il y a la suspension. Donc et la circulaire est très claire, c'est la suspension, et c'est ça qui avait créé un malentendu, parce qu'on dit oui, mais s'il est suspendu, ça veut dire qu'on considère qu'il est coupable avant d'être jugé. Et donc c'est pour ça que l'éducation nationale, ou que les institutions dans lesquelles ça se passe, parce que c'est pareil dans le sport, dans les activités périphériques de l'école, etc., tous les lieux qui accueillent de l'enfance, ah ben non, on ne bouge pas parce qu'on va attendre la condamnation pénale. Mais non, la condamnation pénale, c'est très long. Donc, c'est la suspension, c'est tout. Surtout quand il y a des faits qui sont avérés, c'est la suspension immédiate avec la délicate explication du fait de dire il y a une suspension aussi pour le protéger. Et ensuite, si au bout de l'instruction pénale et de l'instruction pénale, il n'y a pas de condamnation, eh bien à ce moment-là, il y a la suite qui est donnée, ou bien il y a une condamnation, et à ce moment-là, il y a la procédure disciplinaire. Donc il faut bien distinguer la suspension à titre provisoire et à titre de protection, finalement, du mis en cause, de la procédure disciplinaire qui, en effet, intervient après la condamnation pénale. Les sanctions disciplinaires, donc que je rappelais dans cette circulaire, et enfin, l'assistance morale, ça j'y avais tenu, je me souviens, l'assistance morale et matérielle de l'enfant et de la famille. J'avais tellement vu le désespoir, le désarroi, mais l'abandon des familles, qu'il fallait mettre ça, et je pense que c'est toujours pas appliqué ça, c'est-à-dire, mais non, je rappelais quand même qu'il y avait l'accès à l'aide juridictionnelle, les services sociaux du Conseil général qui peuvent être mobilisés. Je rappelais d'ailleurs que la mission essentielle de protection morale et physique des mineurs est assurée par le service de l'aide sociale à l'enfance en liaison avec le service départemental de la protection maternelle et infantile. Et j'ajoutais, il est important de noter que le président du Conseil général doit aviser sans délai l'autorité judiciaire lorsqu'un mineur semble victime de mauvais traitements et qu'il est impossible d'évaluer la situation et que la famille refuse manifestement d'accepter l'intervention de l'aide sociale à l'enfance parce qu'elle ne sait pas encore de quoi il retourne. Donc, si vous voulez, on avait eu le souci aussi d'associer justement les services de protection de l'enfance dans l'assistance morale et matérielle de l'enfance et de la famille. C'est-à-dire que quand l'éducation nationale prend une initiative, il faut derrière, bien évidemment, que les services du Conseil général apportent cette assistance. L'assistance psychologique à la communauté scolaire, enfin. Chapitre 9,
la coordination entre l'éducation nationale et la justice, parce que c'était ça qui était difficile aujourd'hui. La justice disait, ben non, vous ne mettez pas de salle. L'éducation nationale dit, oh ben c'est pas nous, c'est la justice. Donc c'était compliqué. Donc il avait fallu aussi rappeler les conditions d'une bonne coordination entre l'éducation nationale et la justice. Et enfin, l'application de l'instruction à l'enseignement privé. Et ça avait effectivement donné lieu à un débat. Et l'application aux enseignements privés sous contrat. Alors pourquoi est-ce qu'il y a ça à la fin de la circulaire? Parce que ce n'était pas indispensable de le mettre, dans la mesure où la circulaire s'adresse à tous les établissements scolaires. Mais je me souviens de Jean-Michel Ayat, justement, qui avait dit, moi qui ai regardé tous les dossiers, il faut absolument... Et les recteurs avaient posé la question, en disant, mais est-ce que ça s'applique aussi aux établissements privés? Et donc on s'était dit, on va faire un chapitre pour... Alors que c'est exactement la même procédure, donc c'était compliqué. Enfin, en tout cas, il y avait une question, est-ce qu'il faut refaire un chapitre spécifique alors que c'est exactement les mêmes obligations, la même procédure, etc. Et la réponse avait été oui, et c'est pour ça qu'il y a 2 paragraphes assez courts, puisque c'est la même procédure. Mais pour qu'apparaisse vraiment le nom établissement d'enseignement privé et établissement d'enseignement privé sous contrat, car les recteurs demandaient, mais c'est tous les enseignements tous les établissements d'enseignement privé ou que ceux sous contrat? Et donc, c'était aussi à la demande des recteurs qu'on avait clarifié ce dispositif. Voilà, brièvement, parce que c'est une circulaire assez longue. Merci beaucoup. Résumer ce document qui, je l'espère, a permis de lever la loi du silence dans beaucoup d'endroits. Merci. Je donne la parole maintenant à la rapporteure Spilbou pour vous poser une question. Pour appuyer. Merci Madame la Ministre. Effectivement, on va continuer de s'attarder sur cette circulaire qui date d'il y a 25 ans. Et quand on la relit dans le détail et dans toutes les précisions que vous avez mentionnées de façon synthétique, on constate à quel point elle est encore d'actualité. C'est assez glaçant d'ailleurs par rapport à tout ce qui s'est passé depuis. Et en revenant sur certains paragraphes, on va pouvoir justement voir quelles sont les raisons pour lesquelles une partie de ce qui a été mis dans cette circulaire n'ont pas poursuivi dans leur efficacité dans le temps. Alors dans cette circulaire, vous revenez sur la parole de l'enfant, vous avez insisté là dans votre intervention, et notamment dans le cas d'un soupçon des signes de souffrance, de rumeurs ou de témoignages indirects, où la situation est délicate. Et dans cette circulaire, vous expliquez que pour éclairer le triple souci de protéger l'enfant, la communauté scolaire, mais aussi l'honneur et la considération de la personne indirectement mise en cause, les autorités peuvent confier une mission à un inspecteur, mais il n'appartient à personne au sein de la communauté scolaire de valider d'une quelconque manière la parole de l'enfant. Et dans l'article du Monde qui, en juillet, parle de la préparation de cette circulaire, en 1997, il est précisé que la circulaire Bayrou, qui était parue au bulletin officiel du 22 mai 1997, précisait qu'en cas de présomption de maltraitance, le président du conseil général devait être saisi, l'inspecteur d'académie était informé de cette saisine. Donc est-ce que vous arrivez à vous souvenir, alors je sais que ça date d'il y a 25 ans, en fait le pas qui a été franchi dans cette circulaire que vous avez éditée en août par rapport à la circulaire Bayrou de mai 1997 sur le sujet de la prise en compte de la parole de l'enfant, de la non-répétition éventuelle, la différence que faisaient ces 2 instructions. Merci pour votre question. Je pense que l'instruction était plus claire, celle de 97 était plus claire parce qu'elle s'intégrait dans un dispositif global de respect de la parole de l'enfant. Car cette circulaire n'a pas été juste une circulaire, elle a été accompagnée d'un travail opérationnel dans les écoles sur la question de la prise en considération de la parole de l'enfant. Et en particulier, je connaissais ce qui avait été fait au Canada, qui était le pays le plus en avance à ce moment-là, et avec donc toute une équipe, on avait structuré et distribué dans toutes les écoles un petit document qui avait été longuement élaboré, qui s'appelait « Mon corps, c'est mon corps, j'ai le droit de dire non ». Et avec l'élément clé qui concerne les enfants, et ce qu'on leur dit quand ils parlent, on leur dit 5 choses. On leur dit « je te crois », ce n'est pas de ta faute, tu as bien fait de parler parce que tu vas protéger d'autres enfants,
Maintenant, on va te protéger et ça ne t'arrivera plus. Et donc, à partir de ces éléments qu'on aurait encore besoin de répéter aujourd'hui, c'est ça qui est aberrant, au bout de 25 ans, on a encore besoin de répéter ça, parce que c'est dit souvent, on parle aux enfants de travers, et on leur dit cette fameuse phrase, « Tu crois que c'est vrai ?» Ça vous rappelle quelque chose, cette fameuse phrase? « Tu crois que c'est vrai ?» Et les mots qui empêchent un enfant de parler, c'est cela. C'est tu es sûr, mais tu crois. Non, c'est comme quelqu'un de très bien, mais comment ça se fait? Non, tu es sûr, tu es vraiment sûr, tu crois que c'est vrai? Et donc, si vous dites à un enfant, tu crois que c'est vrai, au lieu de lui dire, je te crois, l'enfant se dit, non seulement j'ai du mal à parler, mais en plus, ma parole est mise en doute. Donc, il va falloir non seulement que j'arrive à convaincre la personne qui est censée me protéger, et en plus, si elle ne me croit pas, et comme il a eu les mécanismes aussi d'autoprotection du violeur ou de l'abuseur sexuel, qui lui a dit quoi? Comment est-ce qu'on écrase un enfant? On lui dit, c'est assez simple. On lui dit, si tu parles, personne ne te croira. Si tu parles et que personne ne t'a cru, je vais t'en faire encore pire. Si tu parles et que personne ne te croit, tu vas vraiment faire de la peine à tes parents. Si tu crois que personne ne te croit, ouais. Donc tu vas... Et si tu... Et tu sais, de toute façon, c'est toi qui as commencé, réfléchis bien, c'est toi qui as commencé. Et donc à ce moment-là, l'enfant va s'enfermer. Et donc si l'adulte qui est censé le protéger, à qui l'enfant va souvent donner par bribes, il va dire un petit truc, pas grand-chose, il va dire tiens... Donc il faut savoir aussi entendre un enfant qui commence à parler, et si l'enfant ne lui dit pas ces éléments clés, si l'adulte ne lui dit pas ces éléments clés, en particulier, je te crois et tu as bien fait de parler et ce n'est pas de ta faute, à ce moment-là, l'enfant va s'enfermer. Et donc la circulaire, elle était accompagnée de cet outil pédagogique qui avait été distribué dans les écoles et qui n'aurait jamais dû s'arrêter. Honnêtement, si ces documents avaient été maintenus, la distribution avait été maintenue dans les écoles, au bout de 25 ans, vous ne croyez pas qu'on aurait éradiqué le problème? Et donc, au-delà, je vous parle à vous en tant que parlementaire, ça pose la question de savoir, mais quand les ministres changent et qui ne font pas attention au travail qui a été fait avant eux, pas mon travail, le travail des recteurs, des gens de terrain, des magistrats, etc., et qui chamboulent les choses parce qu'ils n'ont pas... souvent même pas par mauvaises intentions, mais par désinvolture ou parce qu'ils n'ont pas forcément compris l'intérêt. Vous voyez, et donc je pense qu'il devrait y avoir un suivi, mais avant de détruire quelque chose, il faudrait une évaluation, même parlementaire. Mais vous détruisez ça, mais pourquoi, comment, avantages, inconvénients, risques, etc. Et c'est ça qui, quand on se dit qu'il y a 25 ans, c'est ça qui est désolant finalement, de se dire qu'aujourd'hui encore, on est obligé de répéter les mêmes choses par rapport à des générations d'enfants qui ont subi ces sévices. Merci Madame la Ministre. Toujours dans cette initiative de l'été 97, juste après votre prise de fonction, le ministère proposait la création dans chaque académie d'un centre de ressources composé de représentants de l'administration, de personnels médicaux et sociaux qui devaient avoir pour tâche, sous la responsabilité du recteur, de gérer les situations de crise avant que la justice ne soit saisie. Est-ce qu'à votre connaissance, après la circulaire, ces centres de ressources ont été mis en place? Comment vous en avez effectué le suivi dans votre ministère à vous? Et est-ce que vous avez connaissance du suivi ultérieur? Suivi me concernant, oui, je pense que Jean-Michel Ayat était là, et c'était vraiment le pilier de cette action. Et j'ai pu en évaluer l'efficacité et le suivi, parce que nous réunissions les recteurs, vous savez, toutes les semaines. Et ce point-là, je l'avais mis systématiquement à l'ordre du jour, la lutte contre les violences faites aux enfants. Parce qu'il y a eu d'autres sujets. J'ai fait voter une loi contre le bizutage, contre le racket, etc. Donc j'ai mis en place les conseils locaux de sécurité. Donc il y avait d'autres sujets sur la question des violences faites aux enfants. Et c'était un point qui était mis systématiquement à l'ordre du jour. Et ce qui était réconfortant, c'est de voir que les recteurs étaient soulagés d'avoir des instructions. Vous voyez, rien n'est pire
que de ne pas savoir et de sentir que l'autorité qui vous donne des instructions flotte ou vous dit un truc mais sans des intérêts, etc. Là, ils avaient compris d'abord qu'ils avaient un interlocuteur à mon cabinet qui était le juge Ayad, d'une part. Donc ça, c'était quelque chose de très solide et de très sécurisant par rapport à l'administration de l'éducation nationale, d'une part. Et d'autre part, ils savaient qu'il y avait un suivi. Juste une précision sur ce que vous venez de répondre qui m'a un peu étonnée. Vous avez avec une grande émotion évoqué ces souvenirs très précis des signalements et des faits de violences sexuelles sur des enfants qui vous ont conduite, au moment où vous avez pris les responsabilités, à organiser cette circulaire et son suivi, avec y compris des ressources spécifiques. Et vous avez dit, après, je ne sais pas. C'est-à-dire que lorsqu'on est après votre départ du ministère, et donc, est-ce que vous pouvez revenir là-dessus? Ça peut surprendre dans l'engagement politique parce que j'imagine que vous ne vous êtes pas désintéressé de ces questions. Mais est-ce que c'est-à-dire que lorsqu'il y a un successeur, alors c'est peut-être une question faussement naïve, hein, mais c'est aussi pour éclairer ceux qui nous écoutent sur la façon dont l'action publique perdure et est efficace dans le temps. Lorsqu'un nouveau ministre arrive, est-ce que vous avez eu un entretien ou est-ce que vous avez échangé ou souhaité transmettre un certain nombre de sujets qui vous semblaient prioritaires à votre successeur? Est-ce que vous avez continué ou pas à poser des questions sur ce sujet des violences sexuelles si elles vous ont tant heurté? Voilà, on pourrait se dire que ce n'est pas parce que vous n'êtes plus ministre que vous ne vous sentez pas, alors comptable c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas concerné par les questions. Tout à fait. Ma réponse portait sur le fonctionnement administratif, hein, du suivi des centres de ressources dans les rectorats. Mais bien sûr, j'ai non seulement continué à suivre, que je suis devenue ministre de l'Enfance ensuite. Donc je passe du ministère de l'Enseignement scolaire au ministère de l'Enfance, où je continue d'ailleurs à être vigilante, et où là aussi je fais voter un certain nombre de textes, et notamment la question de la prostitution des mineurs, que j'interdis, et puis la loi sur l'autorité parentale, qui a encore un grand espace sur la lutte contre les violences faites aux enfants dans cette loi sur l'autorité parentale, et en particulier, comme j'avais créé, étant justement au ministère de l'Éducation, l'association des parents à l'école, avec la création d'une semaine des parents à l'école pour bien articuler la responsabilité éducative des parents et la responsabilité éducative des enseignants, j'avais veillé en rebasculant du côté du ministère de la Famille et de l'Enfance à la continuité de ces actions. Tout à fait. Est-ce à dire que lorsque vous étiez ministre de l'Enfance, vous vous étiez assuré que ce guide, Mon corps, j'ai le droit de dire non, continuait d'être distribué au niveau du ministère de l'Éducation nationale dans l'ensemble des établissements publics et privés? En tout cas, j'ai transmis à mon successeur et je pense que ça a été fait, et je ne sais pas, qu'à un moment ça s'est arrêté, ça s'est étiolé, je ne sais pas pourquoi. Ça serait intéressant d'ailleurs que votre commission d'enquête puisse savoir à quel moment ça s'est interrompu. Ouais. Oui, on va regarder ça effectivement parce que c'est un exemple, on pourrait en choisir d'autres, mais de la façon dont l'État contrôle, mais aussi accompagne ce sujet de prévention des violences et qui peut nous intéresser parce qu'on parle quand même de 25 ans, ce qui est effectivement choquant au regard de toutes les victimes d'aujourd'hui. Dans ce texte, il y a tout un sujet, vous y êtes revenu à l'oral sur les mesures conservatoires applicables aux fonctionnaires mis en cause. Vous avez évoqué les temps différents de la période différente entre la suspension administrative de la personne mise en cause et le temps judiciaire extrêmement long qui peut prendre plusieurs mois, plusieurs années. En effet, dans l'ensemble des auditions que nous avons effectuées, est intervenue même une vraie difficulté qui n'a pas aujourd'hui sa solution, qui est que la suspension est, je crois, de 4 mois maximum au sein de l'éducation nationale. 3 mois. 4 mois, bon, 3 mois, 4 mois, à peu près 3-4 mois. Et encore aujourd'hui, les affaires judiciaires et la façon dont c'est instruit sont très rarement dans ces délais-là. Donc, est-ce que c'est un sujet sur lequel vous avez réfléchi depuis ou à l'époque sur des solutions, sur la coordination, suspension administrative, protection de l'enfance et mesures judiciaires? Redire une nouvelle fois... parce que c'est vrai pour ce sujet et pour d'autres, quand on dit que c'est pas du tout ce que vous avez fait, hein, mais quand effectivement, moi-même je l'ai fait tout à l'heure en disant c'est long le temps judiciaire, c'est parce que la justice n'a pas assez de moyens. Je répète ça systématiquement parce que dans l'opinion publique, parfois on dit c'est long la justice, ah bah oui les juges sont lents. Non, c'est parce que la justice n'a pas assez de moyens. Ça, je pense qu'il faut
le redire, car il y aurait davantage de magistrats, la justice serait plus rapide. Ça, c'est la première chose. La seconde, c'est que ça relevait du ministère de la Justice, justement. Mais c'est vrai que c'est une question que je m'étais posée à ce moment-là, en disant, mais une fois que la suspension s'arrête, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai, c'est une question qu'il faut résoudre. Alors souvent, parfois, il y a des congés de maladie, quand on ne veut pas que que les personnes reviennent parce qu'on sait pertinemment qu'elles ont commis des faits délictueux ou criminels, il y a des congés de maladie, etc. Il y a des solutions, je pense, que l'administration trouve de cette façon-là. Oui, on est au cœur de la question de contrôle de la commission d'enquête. Et donc, je vais terminer par une question aussi relative à votre circulaire, qui est l'une des méthodes qui sont les mutations. Dans votre circulaire, vous évoquez l'interdiction des mutations destinées à étouffer les affaires ou à faire taire les familles. C'est extrêmement direct et précis. C'est surprenant pour une circulaire administrative. Donc, est-ce que cette pratique était à votre connaissance répandue auparavant? Est-ce que vous disposiez de données chiffrées ou concrètes à ce sujet? Et à qui revenaient ces décisions de mutation? Ou est-ce que c'était une pratique finalement que vous ressentiez sans qu'elle soit factualisée, mais pour aller jusqu'à le mettre de façon écrite dans la circulaire? Et surtout, est-ce que ça a été efficace? Des remontées des recteurs, une nouvelle fois. Ils avaient eu l'honnêteté de le dire. J'ai dit, mais jusqu'à présent, comment, parce qu'on avait fait des réunions de travail, comment vous régliez ces problèmes-là? Et les recteurs qui ne savaient pas comment régler, on l'a vu d'ailleurs, les mêmes mécanismes de mutation dans l'Église. Ils étaient mutés. Et donc l'idée, c'était de dire, et je me souviens que Jean-Michel Ayat, c'était de dire, mais on avait demandé au recteur, est-ce qu'il y a des mutations qui sont arrivées, des personnes qui sont arrivées dans vos académies, et vous ne savez pas pourquoi elles ont été mutées? Et à ce moment-là, s'était posé le problème justement de l'inscription aussi au casier judiciaire. Mais là, en l'occurrence, puisqu'on les mutait avant qu'ils soient condamnés, ce n'était pas inscrit au casier judiciaire. Mais il y avait eu à ce moment-là, dans le débat, l'obligation de dire, quand vous mutez un agent, vous devez mettre la raison pour laquelle cet agent est muté. Déjà ça clarifierait et ça empêcherait un certain nombre de choses, ça serait préventif. Parce que du coup, on leur disait, mais quelle est la raison de la mutation? C'est pas vu, pas pris, donc on mutait, et comme ça, on n'avait pas à régler le problème. Vous voyez, pour se débarrasser d'un problème, on mutait l'auteur des faits délictueux ou criminels. Et ça, c'était remonté, je dois dire, avec beaucoup de franchise des recteurs. Et donc, le juge Ayat avait pensé utile de le mettre, et il avait eu raison, et vraiment, je l'ai suivi sur ce point-là. Merci. Monsieur le rapporteur Vagnès, c'est à vous. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, je voudrais revenir sur le périmètre d'application de cette circulaire. Vous nous avez dit, je crois, que pour vous, il était naturel qu'elle s'étende aux établissements privés sous contrat, qui relèvent tous du ministère de l'Éducation nationale. Mais vous avez évoqué des débats à l'époque. Est-ce que vous pourriez revenir sur ces débats? Et ces débats mobilisaient-ils les représentants de l'enseignement catholique directement? Nous avons découvert que les relations entre le SGEC et le ministère de l'Éducation nationale sont régulières depuis longtemps, elles sont approfondies. Avez-vous eu des échanges à ce moment-là avec le SGEC à propos de cette circulaire et de son périmètre d'application? Je n'ai pas eu de relation avec eux. Ce n'étaient pas des interlocuteurs du ministère. Sans doute, ils avaient leurs correspondants, j'imagine, dans les services et peut-être même à mon cabinet, c'est possible. Mais en tout cas, moi, je ne me souviens pas du tout avoir négocié le fait de les mettre ou pas dans le champ d'application de la circulaire. Vous avez évoqué le juge Ayat qui insiste pour que ces établissements privés sous contrat soient bien concernés par le champ de la circulaire. Il exprimait, moi qui ai regardé tous les dossiers, avez-vous dit, est-ce que ce rappel, ce souvenir doit nous faire comprendre que parmi ces dossiers qui remontaient, beaucoup concernaient des établissements privés sous contrat? Avez-vous une idée, le cas échéant, de l'ordre de grandeur de ces faits de violence sexuelles décrits, remontés, concernant des établissements publics, privés sous contrat, privés hors contrat peut-être aussi? Non, je ne peux pas vous donner les éléments chiffrés clés, parce que je faisais confiance, mais vous pouvez très bien l'auditionner si vous le souhaitez.
En tout cas, il était extrêmement vigilant, il avait regardé très attentivement l'ensemble des dossiers. C'était quelqu'un qui travaillait énormément, qui regardait les choses. Avec lui d'ailleurs aussi que j'ai fait la loi contre le bizutage, qui a été aussi une épreuve assez terrible, parce que c'est vrai que ça a bousculé aussi beaucoup de pouvoir en place et d'habitudes acquises. Et donc, je pourrais lui poser la question et peut-être vous répondre par écrit si vous voulez. Oui, volontiers. Votre circulaire, elle vise à répandre au fond une culture de l'écoute et du recueil de la parole des enfants. Est-ce que vous avez à ce moment-là une préoccupation aussi sur certains adultes, ce qu'on appelle aujourd'hui les lanceurs d'alerte, qui peuvent à certaines occasions dénoncer des faits de violence dont ils sont témoins? Et nous avons à plusieurs occasions pu comprendre comment cette position était difficile parce qu'elle peut laisser imaginer des conséquences pour la carrière de celles et ceux, souvent d'ailleurs des femmes, qui osent porter cette alerte. D'ailleurs, dans l'exemple que j'ai vécu personnellement, regardez, même les collègues de cet instituteur n'osaient pas parler parce que c'était une dénonciation, c'était considéré comme une délation. Voilà. Donc j'expliquais bien, mais non, le signalement et la délation, et ça c'est très important, le signalement et la délation, ce n'est pas la même chose. La délation, c'est dénoncer quelqu'un sans avoir de preuves. Le signalement, c'est juste le constat qu'un enfant est victime de violence et que vous devez signaler ce fait. Et comme il y a eu la confusion entre le signalement et la délation, en effet, ça permettait aussi aux auteurs d'abus sexuels et de violences sexuelles de se protéger en disant « ben non, c'est de la délation ». Et donc, c'était très difficile parce que du coup, l'institution aussi se protège d'une certaine façon. C'est tellement compliqué à gérer, toutes ces affaires d'abus sexuels, même dans les familles, c'est la même chose. Pourquoi c'est si difficile à gérer? Parce que vous avez la parole d'un enfant, une parole fragile, et puis la parole d'un adulte. La parole de l'adulte, c'est soit un électeur, soit un responsable administratif, soit un grand-père, soit donc avec qui vous allez continuer à avoir du relationnel. Un enfant, vous le faites taire, le problème est réglé. C'est ça, le rapport de force. Et donc, si vous n'êtes pas aux côtés de l'enfant pour rééquilibrer, pour renverser ce rapport de force, même en prenant des risques, et il fallait expliquer, j'expliquais, c'est pas grave, il vaut mieux signaler et prendre un risque, et vous serez protégé si vous avez pris ce risque de signalement. Mais ça suppose que tout le monde soit au carré sur cette façon de faire. Parce que si dans certaines académies ou dans certaines institutions, la prise de risque est à charge, finalement, à ce moment-là, donc il faut que les règles soient extrêmement claires. Mais même moi, combien de fois j'ai entendu dire pour ça ou pour l'action contre le bizutage, mais de quoi tu t'occupes? Mais qu'est-ce que ça va te rapporter? Mais ces enfants, on ne les connaît pas, ils ne vont pas te dire merci. Les étudiants qui appelaient de façon anonyme pour signaler des viols ou des atteintes sexuelles dans les bizutages, et on intervenait, j'envoyais tout de suite quelqu'un, on disait mais de quoi tu t'occupes? Mais à quoi ça sert? On va se mettre à dos toute l'administration ou je ne sais qui. Et puis qui va te dire merci? Et puis si c'est pas vrai? Donc si vous tenez pas bon et si vous ne dites pas, bah si, même je prends quand même le risque parce que sinon, où est ma conscience, quoi? Où est la morale sinon? On prend le risque, mais on prend le risque. Parfois c'est difficile. Hein. J'ai été menacée quand même de plaintes en diffamation, que je soutenais que je sais pas quoi, que je voyais des pédophiles partout, que j'étais dingue, il faut voir quand même. Hein. Et sur le bizutage, c'était pareil, et que je remettais en cause l'institution, etc. Et quand je vois encore qu'il y a des morts encore aujourd'hui à l'école de Saint-Cyr-Coët-Quidan, il y a eu un mort en 2014, ça a été jugé qu'en 2021. Donc je vois toute l'administration, toute la structure a dû se protéger. Un mort en 2014, alors que j'ai fait voter une loi contre le bizutage en 1998. C'est inadmissible. C'est insupportable. Alors, il y a cette parole fragile de l'enfant, il y a ces enseignants qui peuvent hésiter à dénoncer. Et puis, il y a la question du contrôle, parce que le contrôle
qui est prévu par le Code de l'éducation, aussi dans les établissements privés sous contrat, peut permettre d'identifier des situations dans l'internat, par exemple, des fonctionnements dans l'établissement, qui peuvent être le terreau de violences physiques, psychologiques, sexuelles sur des enfants. Quel est l'état du contrôle des établissements privés sous contrat au moment où vous êtes en responsabilité? Avez-vous une préoccupation particulière pour garantir que, le cas échéant, il soit conduit dans les mêmes conditions aussi fréquemment dans ces établissements qui relèvent également de votre champ de compétences? Suite à la circulaire, justement, comme les recteurs eux-mêmes avaient demandé des instructions par rapport à ce contrôle, j'ai dit vous traitez tous les établissements de la même façon, en fait. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que quand vous avez une visite de contrôle, tout se passe bien. C'est comme quand on nettoie un trottoir, quand il y a une visite officielle. Ce n'est pas un contrôle qui va mettre à jour. C'est la rencontre entre le contrôle et la libération de la parole des enfants. Et c'est pour ça que la question de la diffusion dans les écoles, mon corps c'est mon corps, j'ai le droit de dire non, et qui explique aux enfants comment vous dites non, et pourquoi vous dites non, à qui vous dites non, est absolument crucial. Parce que dès qu'un enfant va parler, là le contrôle, il est utile. Il est utile de quelle façon le contrôle quand un enfant parle tout de suite? C'est l'audition des autres enfants. Et c'est rarement fait. C'est l'audition des autres enfants. Et sur Betaram, parce qu'il faut dire les choses, quand le directeur est pris, quand c'est le directeur, est-ce que moi j'étais au grand de Betaram, puisque tout à l'heure vous avez évoqué le fait que... Oh, moi j'attends la question, mais je peux en parler tout de suite. Oui, d'accord. Je vais vous interroger très bientôt sur Betaram, c'est lié. Il faut ouvrir votre micro. En place une cellule d'audition de tous les enfants pour savoir ce qui s'est passé. C'est très simple, c'est très efficace. Mais si ça n'est pas mis en place, les enfants ne vont pas parler, ils vont avoir peur. J'entends, mais du coup, ça repose tout de même la question du contrôle. Le contrôle, il a bien sûr ses limites, mais par exemple, il peut permettre de vérifier la diffusion de cette brochure « Mon corps, c'est mon corps ». Donc, avez-vous, lorsque vous êtes en charge, une attention particulière pour le contrôle des établissements privés sous contrat? Tout indique que ces contrôles étaient inexistants, y compris dans les années où vous étiez en responsabilité. Est-ce que c'est une donnée que vous avez, qui vous est communiquée quand vous prenez vos fonctions, et est-ce que vous essayez d'engager une politique particulière vis-à-vis de ces établissements-là en particulier? C'est peut-être une réponse très pragmatique que je vais vous faire. Mais j'ai osé dire à la réunion de recteurs, avec Jean-Michel Ayat, on a osé leur dire ceci: vous allez repérer les écoles ou les classes où le guide « Mon corps, c'est mon corps » n'est pas distribué. Et vous allez faire remonter les classes ou les écoles où le guide n'est pas distribué. Parce que ça sera déjà un indice de quelqu'un qui n'a pas envie que les enfants parlent. Et donc ensuite, j'imagine que les choses se sont remontées, qu'on a dû regarder effectivement ce qui s'était passé dans ces cas-là. Mais on avait l'intuition déjà que c'était un critère intéressant pour savoir où régnait la loi du silence et où elle ne régnait pas. D'accord, donc nous pourrions retrouver ces remontées qui doivent dater de 87-98, qui nous permettraient quantitativement de mesurer la distribution et à l'inverse aussi le type d'établissement dans lesquels ce guide n'était pas distribué. Je voudrais aussi préciser quelque chose, c'est que le guide « Mon corps, c'est mon corps », c'était aussi à viser de détection des maltraitances sexuelles dans la famille. Hein, parce que vous savez que 9 cas sur 10, c'est quand même dans la famille. Et donc, c'était aussi un accompagnement très important sur la libération de la parole de l'enfant, parce que je ne voulais pas laisser croire que partout on pensait justement, puisque c'est ce qui avait été fait pour m'empêcher d'agir, dire « elle voit des pédophiles partout ». Non, au contraire, c'était aussi non seulement le signalement de faits délictueux ou criminels à l'intérieur de l'école, à l'intérieur des centres aérés, à l'intérieur des lieux de sport et surtout à l'intérieur des familles. Très bien, j'en viens maintenant plus directement donc à cette affaire Betaram. En 1998, l'ancien directeur de l'établissement, M. Caricard, est mis en examen pour viol et agression sexuelle sur mineurs de 15 ans. Aviez-vous été informé de ces faits qui ont eu à l'époque déjà un très fort retentissement médiatique?
mais vous êtes informé en tant que ministre délégué à l'enseignement scolaire. Informé, parce que Betaram, je pense que c'est un nom dont on se souviendrait. Et surtout, je vais vous dire, si j'avais été informée, j'aurais fermé Betaram, au moins pour 8 jours, pour faire l'enquête auprès des élèves. Pourquoi? Parce que c'est le directeur qui est mis en examen pour viol. Donc le poisson pourrit par la tête, vous voyez. Un directeur qui fait ça, c'est forcément qu'il y a un système, c'est forcément qu'il y a une équipe. Et en plus, c'était un internat. Et par conséquent, si j'avais su ça, j'aurais fermé Betaram et j'aurais dit, on va faire une audition, vous allez faire une audition de tous les enfants. Et d'ailleurs, c'est ce qu'aurait dû faire le Conseil général, chargé de la protection de l'enfance, puisque même dans la circulaire, j'observe que la mise en examen intervient en 98, ma circulaire date de 97. Peut-être, je l'espère, que ça a accéléré les choses et que ça a conforté le système judiciaire par rapport à ce qu'il fallait faire. Mais surtout, dans cette circulaire, c'était prémonitoire, puisque j'ai lu le passage tout à l'heure où on dit, mais c'était justement le Conseil général, le président du Conseil général qui doit accompagner les familles et s'interroger sur le fait de savoir, puisqu'il y a eu viol d'un directeur d'établissement, est-ce qu'il y a eu d'autres enfants qui ont été victimes? La moindre des choses aurait été d'auditionner tous les enfants pour savoir s'il y avait d'autres auteurs de crimes et quels étaient les... Et non seulement dans l'année dans laquelle il y a eu la mise en examen, mais même pour les années précédentes. Donc il aurait dû y avoir un appel à témoins, au fond. C'est ça qui aurait été une bonne gestion de ce dossier. J'entends, mais vous êtes tout de même en responsabilité à cette époque. Vous nous dites que vous n'êtes pas informé. Comment expliquer que la ministre de l'Enseignement scolaire ne reçoive pas une alerte sur une situation aussi grave, hein? Vous avez d'ailleurs parfaitement décrit les mesures que vous auriez pu prendre et qui, peut-être, si elles avaient été mises en œuvre, auraient protégé la vie de dizaines d'enfants dans les années qui ont suivi 98. Est-ce que moi, j'étais au courant de Betaram? Donc la réponse est non, je m'en souviendrai. En revanche, ce qui est clair, c'est qu'il y avait plusieurs faits, puisque dans le début de ma circulaire, vous voyez, l'actualité récente a mis en lumière de nombreux faits de pédophilie commis au sein de l'institution scolaire ou à l'occasion d'activités extérieures organisées par les établissements. Donc c'est sans doute une remontée aussi de faits à travers toute la France et de faits relatés par la presse qui a conduit précisément à cette circulaire. Peut-être que Betaram en faisait partie, sans doute dans les revues de presse. À mon avis, c'était quand même remonté. Tous ceux qui disent qui ne lisaient pas la presse, je ne dirais pas ça en ce qui concerne le ministère. Il y avait des revues de presse comme dans les conseils généraux, si je peux me permettre. Donc ça peut avoir fait partie, en effet, de toutes les remontées. Mais le cas spécifique de Betaram, non, je m'en souviendrai, parce que ce nom, quand même, on s'en souvient. Vous n'êtes alerté ni par les représentants, l'inspecteur de l'académie, le rectorat de Bordeaux, ni le cas échéant par la chancellerie de cette affaire, de cette mise en examen pour viol et agression sexuelle en 1998 en votre qualité de ministre. Du tout, non, je ne suis absolument pas saisi de cette affaire. Comment est-ce que vous expliquez aujourd'hui cette absence d'alerte? Parce que quand même, elle interroge au vu de la gravité des faits, et plus encore quand on sait que dès 1995, dès 1996, des faits de violence physique sont déjà documentés, il y a déjà eu des plaintes, il y a déjà eu des condamnations. Comment expliquez-vous que cette alerte ne vous parvienne pas? Elle ne parvient pas parce qu'elle ne remonte pas. Et pourquoi est-ce qu'elle ne remonte pas, je ne le sais pas. Voilà. En 1996, il y a, on le sait maintenant, un rapport d'inspection. C'est l'inspection académique qui envoie un inspecteur qui passera une journée. On a déjà beaucoup discuté des conditions dans lesquelles ce rapport est élaboré. Mais ce rapport, il contient une série de recommandations. Et nous ne disposons pas d'un document de suivi de la mise en œuvre de ces recommandations. Nous disposons d'une lettre du directeur de l'établissement qui, auprès des autorités académiques, prend un certain nombre d'engagements en affirmant avoir mis en œuvre certaines de ces recommandations, mais nous ne disposons d'aucun document venant des services de l'éducation nationale permettant de vérifier, avec un regard extérieur, cette mise en œuvre. Comment sont suivis, à l'époque où vous êtes en charge, ces rapports d'inspection et le traitement des recommandations qui sont émises à l'occasion des contrôles?
deux niveaux de suivi des rapports d'inspection. Il y a un niveau au niveau des rectorats, qui sont quand même les mieux à même dans la proximité de l'action et dans la connaissance des différents interlocuteurs locaux de suivre et de remonter effectivement à ce moment-là dans les réunions hebdomadaires les difficultés qu'ils peuvent avoir ou les oppositions qu'ils peuvent ressentir ou les menaces qu'ils peuvent comprendre pour ne pas donner suite à telle ou telle recommandation. Il y a ça. Donc, et puis il y a l'inspection générale de l'éducation nationale qui, au niveau du ministère, en effet, a la charge quand même non seulement de faire les rapports, mais aussi d'assurer le suivi. Et normalement, un ministre reçoit toutes les semaines le secrétaire général de l'inspection, du corps de l'inspection, pour évaluer effectivement les difficultés qui peuvent être rencontrées. Dois-je donc comprendre que puisque ce rapport d'inspection avait été mené à l'échelle rectorale, vous n'avez pas communication d'un éventuel suivi des recommandations qu'il avait émises? Pas de suivi des recommandations, mais ce que j'ai découvert, justement en suivant attentivement vos travaux, c'est que dans ce rapport, il y avait une recommandation pour faire une circulaire, justement une instruction. Non, c'était l'autre rapport. Enfin, dans un des rapports, il y avait cette recommandation, et j'imagine que c'était aussi une des motivations de la circulaire que nous avions faite avec Jean-Michel Ayat, en constatant, sans doute à partir de plusieurs cas, et suite aux remontées que faisaient les recteurs sur leur difficulté à gérer ce type d'action, vraiment de la nécessité, pour la première fois dans l'éducation nationale, de mettre du vocabulaire sur les faits, vous voyez, de parler de viol, d'agression sexuelle, ça s'était jamais fait, de mettre des mots comme ça du code pénal dans le circuit de l'éducation nationale pour que tout le monde soit bien au clair sur ce qu'il convenait de faire. Et ça, je crois que ça répondait vraiment à une nécessité et une attente des interlocuteurs locaux pour savoir comment faire et comment se protéger et ne pas faire d'erreurs par rapport aux différentes procédures qu'ils pouvaient mettre en place. Alors, il me semble que ce rapport-là, c'est pour le coup un rapport de l'inspection générale qui est commandé après l'affaire de Bergerac, qui est rendu en janvier 1994, je dis ça de mémoire, au ministre de l'époque, François Bayrou, et qui l'invite en effet à produire une circulaire sur la question de ce traitement par l'éducation nationale des faits de violence sexuelle sur enfants. C'était là un enseignant qui avait violé 2 élèves. Et peut-être en effet que votre circulaire répond à cette demande qui manifestement n'a pas été satisfaite par le ministre qui vous a précédé, rue de Grenelle. Je laisse ma collègue, Madame Speedboot, vous poser une question. Oui, dans le fil des discussions, avant de terminer cette audition, vous avez tout à l'heure évoqué quand un poisson pourrit par la tête, quand il y a un directeur qui est mis en cause, comme le père Caricart, pour un viol, il faut fermer l'établissement et auditionner tous les élèves. Donc, en fait, vous faites allusion donc, à un cas extrêmement grave et à une réaction de ministre en tant que de son devoir de protéger les enfants. Vous avez été ministre de l'Éducation 5 ans, enfin, éducation puis enfance, donc sur 5 ans. Est-ce qu'il vous est arrivé, soit au titre de la fonction éducation nationale, soit celle de enfance et famille, de fermer un établissement quelques jours et d'auditionner tous les enfants? Je dis ça parce que, indirectement, ça pourrait être un reproche à M. Bayrou. Et donc, dans l'autre sens, est-ce que vous avez le souvenir d'une affaire grave qui aurait justifié, peut-être un directeur ou un autre, qui, sur ces 5 années, aurait justifié la fermeture d'un établissement et d'auditionner de façon systémique des enfants, ce qui paraît être une idée intéressante, mais moi, je n'ai pas le souvenir, dans les cas qu'on nous a décrits, d'avoir vu ce genre d'action par un ministre. Je pense que ce genre d'action, je pense qu'on pourrait retrouver des cas d'audition systémique de tous les enfants d'une classe. Ça, je peux en retrouver. Mais là, ce qui est spécifique, c'est que dans le système scolaire, c'est très rare quand c'est le directeur de l'école, parce que le directeur, normalement, il n'est pas en contact avec les élèves, il a une fonction administrative. J'ai jamais vu de cas où c'est le directeur ou le proviseur ou le directeur d'une école primaire ou le directeur d'un collège ou le principal d'un collège qui se livre à des abus sexuels. S'il le fait, c'est vraiment qu'il y a une complicité des enseignants, c'est-à-dire des gens qui sont en contact avec les élèves. Et d'ailleurs, vous avez vu, vous devez le savoir, parce que forcément, hier, les victimes ont quand même mis à jour le fait que non seulement le surveillant n'avait pas été licencié, mais en plus qu'il avait été promu. Donc c'est bien le signe que la direction est solidaire.
Si un directeur fait ça, c'est que forcément, il a des complicités avec les gens qui sont en contact régulier avec les élèves. C'est ça qui est terrible. Une dernière question pour moi, Madame la Ministre. Le 11 février 2025, à l'Assemblée nationale, François Bayrou, Premier ministre, a nié avoir quelconque connaissance des faits de violence physique ou sexuelle commis à Bétaram. Il est depuis revenu partiellement sur cette affirmation le 14 mai dernier en étant entendu devant notre commission d'enquête. Il a en revanche, le Premier ministre, indiqué à l'occasion d'une réponse à l'une de nos collègues lors des questions au gouvernement que d'autres savaient au sujet de ces violences, en vous visant, vous, expressément, ainsi que Madame Guigou. Vous avez déjà indiqué publiquement que, selon vous, le Premier ministre mentait en affirmant n'avoir jamais été au courant. Est-ce que vous pouvez étayer cette affirmation? Cette affirmation, d'abord parce que c'est des choses toutes simples, vous savez. D'ailleurs, on observe que c'est le même mécanisme. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a quelque chose à se reprocher, mais qui va accuser d'autres, c'est-à-dire qui va se positionner en victime. Donc François Bayrou utilise ce même mécanisme. Et c'est ça qui est insupportable. Deuxièmement, il dit qu'il ne lisait pas la presse locale. Il faut être sérieux. On parle quand même de viol dans la presse régionale. Un président de conseil général, il a la revue de presse tous les jours. Et en plus, c'est passé à la télévision, donc forcément, il était au courant. Ensuite, il est revenu sur son mensonge concernant le fait qu'il n'avait pas vu le juge. Et après, il admet assis qu'il l'a vu pendant 2 heures à son domicile. Donc, et enfin, il dit que c'est une opération politique. Mais laissez-moi vous dire ce que c'est que la politique. La politique, c'est le fait que quand on monte en responsabilité, on est plus exigeant. Quelqu'un qui devient Premier ministre et qui s'étonne qu'on lui demande des comptes sur la vérité de la parole, mais c'est pas parce qu'on fait de la politique contre lui, c'est parce qu'il est Premier ministre et que les citoyens sont exigeants à l'égard de ceux qui ont la chance d'exercer des responsabilités. Donc si ceux qui exercent leurs responsabilités ne savent plus distinguer le bien du mal, le vrai du faux, leur responsabilité de leur irresponsabilité, la parole des victimes et la parole des criminels. S'ils ne savent plus faire ces distinctions-là, mais alors quelle confiance les citoyens auront dans leurs représentants et dans ceux qui sont censés les représenter et dans ceux qui sont censés les défendre aussi un jour ou l'autre? Mais aucune. C'est pour ça qu'un Premier ministre, il a une responsabilité majeure, une responsabilité cruciale. Et je vais terminer sur une chose, sur l'histoire de la claque. Moi, j'étais très choquée de ce qu'a dit François Bayrou sur la claque. Je n'ai jamais frappé mes enfants. Ce n'est pas un geste de père de famille de frapper un enfant dans le visage. D'abord parce que vous pouvez lui éclater le tympan, vous pouvez lui mettre le doigt dans l'œil, et vous pouvez lui désosser ses vertèbres cervicales. Donc on ne frappe pas un enfant sur la tête. Et ce n'est pas une claque qu'il donne, il le frappe. Il le frappe dans une banlieue. Il aurait frappé un enfant au centre-ville au sortir d'une réunion de notables? Deuxièmement. Troisièmement, il dit « je le frappe parce qu'il m'a fait les poches ». On ne sait pas. Quand vous voyez la caméra, moi j'ai revisionné tout, on ne sait pas si l'enfant lui fait les poches, si c'est une bousculade, etc. Et après, comme ça lui donne une notoriété, le pire, c'est qu'il utilise cet incident pour se faire de la publicité politique. C'est-à-dire, il va à un meeting et il dit « si tout le monde avait fait comme moi, c'est-à-dire sanctionner un voleur », il traite l'enfant de voleur. L'enfant, il n'a jamais volé. Donc, il continue à stigmatiser l'enfant sans à aucun moment ne se préoccuper de ce qu'est devenu cet enfant. N'importe lequel d'entre vous, au-delà des clivages politiques, frappe un enfant, à la limite, mettons qu'il fasse une erreur. Il dit « j'ai fait une erreur », il demande « suivez l'enfant, appelez les parents, regardez ce qui devient, c'est quand même ennuyeux, il est à son nom dans toute la presse, etc. » Car qu'est-ce qu'on apprend après? L'enfant, il a été harcelé pendant toute sa scolarité. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a un journaliste qui a fait une enquête. L'enfant, il a été en échec scolaire. L'enfant, il est devenu délinquant. L'enfant, il a fait de la prison. Il y a aucun moment, il a été traité de voleur publiquement par François Bayrou. Et à aucun moment, il ne s'est préoccupé de savoir ce que cet enfant allait devenir.
Mais il aurait dû l'appeler en disant, bon, je t'ai donné une claque, excuse-moi. Il s'excuse auprès des parents, il dit, bah, viens, je vais te faire visiter le ministère, tu vas voir, on va te remettre debout, on va compenser, et tu vas réussir à l'école, tu vas travailler, tu vas devenir quelqu'un de bien, et je vais t'accompagner et je vais t'aider. Ça aurait été, vous voyez, la juste compensation et la marque de l'attention que l'on porte à un enfant que l'on a si cruellement stigmatisé. Voilà, la cruauté n'a pas sa place, ni dans l'éducation nationale, ni dans la politique, et surtout à l'égard des enfants. Merci Madame la Ministre. Aïda Elizadeh, vous voulez poser une question? D'accord, très bien. Merci de votre indulgence. Bien, nous vous remercions.